Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bonjour mon cycle. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Céline qui a gentiment accepté, je devrais même dire proposé, de partager avec nous son témoignage, son expérience et ses conseils pour traverser la ménopause. Cet épisode est aussi disponible sur le podcast de Bonjour mon cycle et en version article sur mon blog bonjourmoncycle.com. Bonne écoute! Alors pour commencer, je voulais juste préciser que la ménopause, c'est un sujet qui est nouveau pour moi. J'en parle depuis peu sur le blog parce que j'ai reçu et je continue de recevoir beaucoup de demandes et de retours à ce sujet des femmes autour de moi. Donc je commence tout juste mes recherches et je ne suis pas du tout une experte en la matière. Donc c'est un format de podcast qui est tout nouveau, ce format de témoignage et d'échange. Et mon objectif, c'est de discuter avec toi et peut-être, si le format plaît, avec d'autres femmes dans le futur, de ton expérience, tes conseils pour aider les femmes qui pourraient avoir des difficultés avec la ménopause. Donc, si jamais je pose des questions qui sont un petit peu basiques ou s'il y a des termes qui sont erronés, donc n'hésite pas à me corriger, tu connais ça mieux que moi. Oh, c'est mon expérience, ma propre expérience, mais je ne suis pas experte non plus. Hein. Ouais. Donc, en tout cas, je voulais vraiment te remercier d'être là avec moi, avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse de discuter avec toi. Et pour commencer, est-ce que tu peux donc nous dire comment toi, tu as commencé à remarquer les changements de la ménopause et comment ça a affecté ta vie de tous les jours? Oui, donc au début, c'est subtil, donc on ne s'en rend pas forcément compte. Il y a des petits symptômes qui arrivent et moi, ça a commencé, j'avais l'âge de... C'est un peu flou, hein, j'ai essayé de me souvenir, de me rappeler, c'est 45, 46 ans. Et j'ai eu des flux de menstruation qui ont commencé un petit peu à changer, mais c'était vraiment très subtil. Donc, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ce sont des mini bouffées de chaleur, mais vraiment légères. Et ça, c'était nouveau. Donc, je me suis dit: «Tiens, il se passe quelque chose». Hem, je me doutais un petit peu, 45-46 ans, mais j'avais pas d'idée vraiment sur, quand commence la ménopause, comment ça se prépare, comment ça démarre. Donc, voilà, j'ai posé des questions un peu, à mon entourage. Pas beaucoup de personnes en parlent. Ma maman m'a dit qu'il y avait, une une préparation, ce que moi j'appelle la préménopause, mais je sais qu'il y a un terme spécifique pour ça. Et voilà, donc 3-4 ans, où on n'y pense pas vraiment. Je crois qu'on n'a pas envie trop d'y penser. En tout cas, dans mon cas, j'ai laissé les choses, faire. Hem et je n'ai pas remarqué d'autres choses. Peut-être un peu de prise de poids et donc ça aussi, ça m'a, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un changement, dans mon corps puisque je suis quelqu'un de très mince et je pouvais manger quasiment n'importe quoi, même si je m'alimente sainement. Mais là, j'ai senti que j'avais des variations, que je gonflais, que je prenais du poids alors qu'avant pas du tout. Donc on peut mettre ça sur le compte de l'âge, mais plus les bouffées de chaleur et le cycle qui varie un peu, heu, voilà, donc c'est vrai que la préménopause, ça a déjà été une première découverte. Je ne savais pas que ça existait. Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai, la période de transition, bah, on n'en parle pas non plus finalement Ouais. de cette phase-là. Et donc oui, tu parles de préménopause. En fait, j'ai regardé, les deux termes se disent périménopause ou préménopause. L'un ou l'autre sont interchangeables. Pour moi, je dirais que préménopause, ça semblerait plus précis parce que c'est avant la ménopause. Périménopause, tout ce qui est autour de la ménopause. Et en fait, comme tu le décris, c'est une période qui dure quelques années, en moyenne 2 à 4 ans, avant la ménopause donc. Et c'est tous les symptômes que tu as mentionnés là qu'on peut retrouver en moyenne chez les femmes. Alors, toutes les femmes ne vont pas avoir tous les symptômes, Mmh. mais c'est ce qui revient régulièrement, donc des cycles qui deviennent assez irréguliers, des règles qui arrivent de façon irrégulière en fait. On peut avoir aussi des changements qui ressemblent un peu au syndrome prémenstruel, cette période avant les règles, qui impacte au niveau de l'humeur, où on peut se sentir plus irritable. Je ne sais pas si tu as ressenti ça. Et puis, oui, les premières bouffées de chaleur et parfois des sueurs nocturnes aussi, c'est les symptômes qui reviennent souvent en préménopause. Oui, alors l'humeur variable,
ça dépend, mais c'est vrai que j'ai pas tellement trouvé de changement à ce niveau-là où j'ai pas j'ai pas porté trop attention à ça. Mmh. Donc ça, c'était déjà existant avant, donc mais ça n'a pas augmenté ou baissé, en fait. D'accord. OK. Bah, c'est intéressant d'avoir, ce retour-là sur les symptômes de la préménopause, parce que, bah, j'ai regardé un petit peu les études scientifiques qu'il y avait à ce sujet-là et il y a l'INSERM qui a indiqué que 80 des femmes, elles ressentent au moins un symptôme autre que juste l'arrêt des règles. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très large, qui touche, Mmh. 8 femmes sur 10. Et donc là, tu m'as parlé des symptômes donc de la préménopause et les premiers changements que tu as commencé à remarquer. Et par la suite, une fois que la ménopause s'est installée, quels symptômes est-ce que tu as rencontrés? Ouais, alors 3-4 ans après, ça a commencé à, j'ai vraiment eu des flux très irréguliers, donc parfois, pas tant dans le retard, mais les flux étaient soit, beaucoup plus faibles, soit très abondants, voire, hémorragiques. Donc moi, ça s'est manifesté comme ça, avec des flux très, très hémorragiques qui duraient très longtemps. C'était à peine fini, j'avais une semaine de pause et ça recommençait, donc là, ouais, c'était un peu difficile à gérer. Ça a duré 6 mois, heu, c'est même un peu flou parce que j'ai essayé de refaire un peu un historique, de tout ça. J'ai pas pris de notes, hein, quand on le vit, mais voilà, j'ai préparé un petit peu tout et ouais, au moins 6 mois. En gros, la période d'1 an qui a été compliquée et j'ai eu 6 mois quasiment de flux hémorragique, enfin je dis hémorragique, mais ça avait du mal à s'arrêter et juste avant, j'avais commencé à pratiquer le flux, instinctif libre. Heu, je ne sais pas si tu veux en parler là, mais Oui? pour moi, c'était une double découverte et j'avais commencé à le pratiquer et voilà, ça marchait pas trop mal. Je travaillais, déjà, chez moi beaucoup, donc c'était facile à mettre en place. Mais là, c'était impossible, hein, donc à peine j'avais commencé à découvrir cette, pratique que, bah, j'ai dû l'abandonner. Peut-être tu veux en toucher quelques mots ou? Oui, bah, oui, oui, je pense que c'est super, intéressant, bah, déjà le fait que tu veuilles t'intéresser à ça, à t'écouter vraiment pour essayer de voir comment fonctionne ton corps. Le flux instinctif libre, j'en ai pas encore parlé sur le blog. Oui. En fait, c'est pour les personnes qui connaissent pas, c'est une pratique qui consiste à être à l'écoute des signaux de son corps pour, on va dire libérer, les règles, à des moments choisis aux toilettes par exemple. Au lieu de le laisser couler sans y penser, en fait, dans une protection périodique, par exemple. Alors, toi qui as pu le pratiquer un petit peu, peut-être que tu peux partager comment tu l'as vécu. Oui, j'étais arrivée à un moment où j'avais envie de changer comment dire? De protection. J'avais tout essayé, donc j'ai eu beaucoup d'années de tampons parce que c'était le plus simple. J'ai pris conscience que c'était quand même très mauvais. Il y a eu, les protections classiques que je trouve inconfortables au possible. J'ai essayé la cup, là moi ça m'a pas du tout convenu, et donc je me suis intéressée au flux instinctif libre et en fait c'est être à l'écoute. J'ai compris que, qu'on avait, comme un petit réservoir à l'intérieur de nous qui se remplit et on n'a pas autant de sang que ça qui se libère, donc le réservoir, il peut contenir et c'est une simple conscience, légère contraction quelque part, comme si on se retenait un petit peu de devoir faire pipi ou quelque chose comme ça et en fait le réservoir, peut se remplir, tranquillement et au début, bon, si on mentalise un peu trop, c'est un peu compliqué, mais si on se fait confiance et qu'on est à l'écoute, on sent. Bon, bah, moi, j'allais régulièrement aux toilettes et voilà, c'est un petit apprentissage comme ça qui se fait et petit à petit, on observe, on voit que ça va et alors, quand je partais travailler à l'extérieur ou que je devais sortir, je mettais une protection au cas où pour pas avoir de catastrophe, mais sinon à la maison, voilà, je me disais: «Je me fais confiance» et petit à petit, j'ai vu que ça fonctionnait. Donc on prend encore plus confiance, on arrive encore mieux à maîtriser. Ouais, sauf que je l'ai appris, bah,
pendant ma préménopause, donc j'ai pas pu le pratiquer plus que ça, mais j'ai lu beaucoup de témoignages à l'époque, notamment sur YouTube et sur des blogs. Il y en avait peu, mais j'étais tombée dessus et des femmes qui disent que ça marche très bien, quoi. Donc moi, Oui, j'invite les femmes qui ont envie d'essayer de tester, parce que de toute façon, ça coûte rien et je trouve ça très intéressant parce qu'on est vraiment, c'est une expérience de l'écoute de soi et c'est quelque chose de, je trouve pas les mots, mais c'est, enfin bon, voilà, c'est je trouve pas le mot que je voulais exprimer, mais c'est quelque chose de très, très intense, c'est très intéressant à faire. ouais, bah ça, comme tu dis, hein, ça permet vraiment de se rapprocher de soi, quelque chose dont je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais on essaie plutôt de l'oublier en se disant: «Bah, c'est bon, j'ai une protection, donc je laisse couler», en Oui, gros. c'est ça, ouais. C'est ça. Alors que j'avais entendu justement une personne qui faisait le rapprochement, comme tu le disais, quand on dit on se retient de faire pipi, on arrive bien à garder conscience de ça, alors bah, ça reste quelque chose de tout aussi physiologique finalement. Donc quand on le voit de cette façon-là, on se dit que oui, on peut reprendre le contrôle là-dessus aussi. Oui, oui, c'est ça, c'est une sorte de contrôle, mais d'harmonie avec soi-même, en fin de compte. Mm. De conscience, on est en pleine conscience de ce qu'on vit, et du coup, la période de règles, elle est moins subie, elle est plus joyeuse, c'est un grand mot, mais voilà, elle est plus conscientisée, donc on le vit autrement, quoi. Ouais. Ouais, c'est beau. J'ai pas encore eu l'occasion de le pratiquer, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, donc peut-être un de mes prochains défis pour me Ouais, reconnecter à mon cycle. ouais, ouais, ouais. Et donc, oui, tu parlais donc de cette période qui était difficile avec tes règles hémorragiques. Est-ce qu'il y a eu d'autres symptômes qui sont arrivés à ce moment-là, donc 3-4 ans après la préménopause? Alors, j'ai pas eu de bouffée de chaleur à ce moment-là, Mmh. et heureusement, parce que j'étais vraiment sur beaucoup enfin, mon corps était déjà concentré à gérer ce qui se passait, donc le corps est très bien fait. Mais moi, j'étais confiante, c'est-à-dire que justement, je crois que l'expérience du flux instinctif libre m'a permis de ressentir qu'à ce moment-là, alors évidemment, c'était abondant et c'était entre guillemets, pas normal comme d'habitude, mais pour moi, il y avait rien d'inquiétant. J'avais pas de douleur, heu, j'avais pas peur. Je sentais que c'était normal, mais bon, c'est quand même inconfortable parce que je trouvais pas de moyen du coup pour me protéger qui soit, je pouvais pas partir longtemps. Là, j'étais vigilante tout le temps. Ça a duré, plus de 6 mois, donc c'était quand même très inconfortable au niveau de vivre tous les jours. Et donc j'avais un nouveau travail où je travaillais debout dans le commerce avec beaucoup d'horaires changeants et des longs horaires. Et donc pour mon travail, ça a eu une incidence, fâcheuse. Je devais demander des pauses tout le temps. Du coup, j'ai dû en parler à ma responsable qui, elle, était inquiète. Donc la pression, elle est venue de l'extérieur, de l'entourage. Moi, j'en avais pas. Mais bon, j'avais une amie infirmière aussi qui m'a dit: «Fais attention parce qu'on ne sait jamais, ça peut être, un fibrome qui fait saigner comme ça beaucoup. On n'a pas forcément de douleur, mais ça peut». Voilà, bon, je suis un peu têtue. Surtout que ça fait, 20 ans que je vois très peu de corps médical, que, quand j'ai un bobo, je m'auto-guéris comme ça, beaucoup par la pensée aussi parce que je fais partie des personnes qui pensent que la maladie c'est 30, mais c'est 70 de psychologie en fait, hein, beaucoup de choses sont dans la tête. Et donc j'ai laissé, encore, les choses, passer, enfin j'attendais, jusqu'au jour où j'ai eu un malaise au travail. J'ai eu comme une forte contraction. Heu, j'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas accouché, mais je l'ai exprimé en disant: En effet, c'est comme si j'accouchais de quelque chose». C'était très étrange et je pense que j'ai évacué quelque chose, mais naturellement. Mais là, du coup, j'ai quand même pris conscience que et puis ma responsable m'a encore mis beaucoup la pression. Elle m'a dit: «Écoute, il faut que tu consultes. Moi, je veux pas que tu reviennes, je te laisse une semaine pour faire quelque chose». Enfin bref, elle a été, voilà, je pense qu'elle avait peur pour moi et les gens comprennent pas forcément comment on gère les choses de manière naturelle ou par instinct. Donc
pour la rassurer, j'ai consulté. Donc, pas de gynécologue dans ma campagne, pas de rendez-vous rapide. Donc, j'ai eu une sage-femme qui a bien voulu me recevoir dans mon village. Et elle a paniqué quand elle m'a vue. Elle me dit: «Écoutez, c'est peut-être une fausse couche». J'avais quasiment 50 ans. Bon, et puis elle a voulu m'ausculter, mais c'était impossible tellement, voilà, c'était pas possible. Et donc elle m'a envoyée aux urgences. Là, mon mari qui était là, il m'accompagne aux urgences. Il ouvre la partie dans le service maternité, hein, du Mans. Et j'ai eu pas trop d'attente, je suis passée devant tout le monde et elle m'avait vraiment fait un courrier, elle avait appelé le service, pour dire qu'il fallait vraiment me recevoir j'ai eu 0 attente quasiment, hein. Donc ils m'ont, fait plein d'examens, ils m'ont auscultée, j'ai eu plein d'examens et en fait, pas rien. Pas de fausse couche, pas de carence en rien, même, en fer, après 6 mois d'hémorragie quasiment, ou rien. Ils m'ont dit: «Mais c'est la ménopause, ce sont ça peut se passer comme ça peut arriver». Ils m'ont posé des questions au moment où j'ai eu ces contractions et que j'ai évacué quelque chose, mais question si justement, c'était pouvait être un fœtus ou autre chose, mais non, parce qu'il y avait absolument rien qui ressemblait à ça. Donc ils m'ont dit: «Pas de problème», et ça a été très rapide, hein, voilà, l'auscultation s'est faite et hop, traitement. Je suis repartie avec une ordonnance par contre. On m'a pas demandé, on m'a pas expliqué pourquoi, on m'a dit: «Voilà un traitement, prenez ça», et moi j'ai dit: «Mais j'en veux pas, parce que de toute façon je prends 0 traitement depuis 20 ans, je privilégie les choses naturelles». On m'a dit: «Oui, mais vous savez, on sait jamais, nani nana». En fait, c'est même le cancer du sein, on m'a fait une espèce d'auto, la préparation, et je j'étais pas venue pour ça, mais bon bref, je suis repartie avec mon ordonnance, mais j'ai pas pris le traitement et en fin de compte, j'ai eu un petit peu d'attente avant ce rendez-vous, un tout petit peu, hein, dans le service. Je suis allée aux toilettes et tout, et en fait, ça a été ma dernière menstruation. C'est-à-dire que ça s'est arrêté comme ça. Stop, tout de suite, quoi. Alors que c'était en train de saigner abondamment. Ça s'est arrêté illico presto. Et c'est la dernière fois, voilà, c'est réglé. Donc quand elle m'a auscultée, elle me dit: «Mais moi je ne vois rien d'anormal», hein, donc elle a fait l'échographie, elle a fait tout ce qui je suis restée un bon moment. Voilà, et je me souviens vraiment de la date, c'était le 6 décembre, heu, parce que c'était la Saint-Nicolas. Mon mari s'appelle Nicolas, il était avec moi et lui avait peur que ce soit une fausse couche. On a 50 ans tous les 2. Bon, on était vraiment pas prêts pour ça. On s'est payé un restaurant, on est sortis de là, on a fait un resto. Il m'a dit: «Écoute, on prend 1 heure, pour aller manger et fêter ça», et je suis retournée au boulot après, en fait. Ah ouais. J'ai dit à mes responsables: «Mais voilà, il y a rien», comme quoi voilà, ce que je ressentais, c'était vraiment ça. Ouais. C'est fou. Tout ça pour rassurer aussi, ta responsable, pour la consultation. Mais c'est vrai que, bah, le malaise, bah, ça montre quand même qu'il y avait peut-être un rythme, de travail qui était pas forcément, adapté à ce que tu étais en train de vivre aussi. Ouais, et j'ai pris conscience que ce boulot me convenait absolument pas aussi. J'ai eu beaucoup de mal à le quitter. C'était un mi-temps au départ, j'avais des horaires, en fait, je remplaçais tout le monde. Je faisais du plein temps au lieu du mi-temps, j'étais la roue de secours de tout le monde, donc c'était plus possible. Donc ça m'a là aussi, j'ai pris conscience qu'il faut s'écouter, et voilà, la suite, bah, je veux pas trop spoiler pour le reste, mais c'est en lien, en fait, tout à fait. Il y a eu une période aussi, donc j'ai pas eu de bouffées de chaleur, mais j'ai eu des crises de cystite, et ça, j'en ai eu 2-3 d'affilée, et puis ça s'est arrêté aussi. Et là, pareil, je me suis dit: «Est-ce qu'il y a quelque chose de naturel qui peut m'aider?» On en parlera tout à l'heure des solutions, mais ça a pas duré. Mais j'ai eu quelques déboires, là-dessus, ouais. Mmh. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a aidé à sortir de cette période difficile? Tu parlais du travail du coup, qui était pas adapté, Ouais. Bah, on prend conscience de beaucoup de choses, en fait, hein. Moi, ça a duré quasiment 1 an, cette période, on va dire, critique. Il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes, on n'est pas préparé, hein. Donc heu,
quand mes menstruations se sont arrêtées, du coup, après l'épisode aux urgences, j'ai plus aucune menstruation. Donc ça, c'était réglé. On m'avait dit, encore une fois, les gens autour, on est toutes différentes, donc les expériences des unes des autres, disent, ben, parfois ça peut revenir, donc c'est pas forcément, il faut au moins 1 an sans menstruation pour dire que vraiment tu es vraiment ménopausée. Donc, bon, ça, le relais a été repris par les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Et là, c'est encore autre chose. C'est extrêmement pénible. Ça, comment dire? Je réponds pas vraiment à ta question parce que j'enchaîne sur les symptômes, mais c'est pas que la nuit d'ailleurs, parce qu'on dit sueur nocturne, mais il y en a aussi la journée, faut le savoir. Moi, c'était jour et nuit, mais c'est vrai que la nuit, ça te réveille tellement c'est fort. C'est étrange, hein, c'est comme un thermostat qu'on met à fond d'un coup. Ça te prend comme ça et ça monte. C'est comme si tu voyais le niveau qui monte comme ça. D'un coup, tu sues et puis après, tu as froid parce que tu es trempé. Genre, tu te dis, je vais me changer, je vais prendre une douche, tu colles et tout. Puis finalement, quelques minutes après, ça disparaît. Tu vois, tu sèches, quoi, je sais pas. C'est très étrange. Donc, ça te prend n'importe quand. Alors, la nuit, ça réveille, donc forcément, tu dors pas bien. Moi, j'arrivais pas à me rendormir, donc j'avais une vie de la nuit. Je dérangeais mon mari et forcément, j'avais des humeurs. Là, j'ai senti de l'humeur changeante parce que manque de sommeil, et cetera. Alors, au début, je subissais, je râlais et quand ça me venait, je contractais un peu. Et en fait, c'est pire. Mais après, j'ai pas voulu rentrer dans des on m'a proposé encore des traitements, hein, ce qu'on m'avait donné les urgences. Moi, je l'ai pas gardé l'ordonnance, je l'ai jeté dès que je suis rentrée. Mais j'y ai pensé, je me suis dit: «Bon, OK, je comprends pourquoi les femmes qui doivent aller travailler, qui ont des activités ou autres ou qui ont un passé, médical ou même dans leur vie, si elles n'arrivent pas à supporter cette période-là, je peux comprendre qu'on ait besoin d'aide, de se faire accompagner». Que ce soit psychologiquement ou de manière, avec des médicaments ou des traitements parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Moi, je l'ai pas voulu. Donc je me suis dit: «Bon, bah, au lieu de stresser, de contracter et de rendre la chose pénible, je vais prendre mon mal en patience. Je vais essayer de lâcher prise sur les choses et de l'accueillir au lieu de le combattre». C'est pas évident. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est ma pratique, quotidienne, je pratique un qigong traditionnel chinois. C'est une méthode ancestrale et qui s'appelle le Falun Dafa ou Falun Gong. Ça commence à être assez connu maintenant, de par le monde et il y a une pratique énergétique, donc ça s'apparente un peu au tai chi ou au yoga. En fait, c'est du qigong, hein, c'est bien particulier et puis il y a une méditation. Voilà, 5 exercices qui permettent de réguler l'énergie, de nettoyer le corps. Ça agit sur le stress, sur la santé, ça calme les choses, c'est quand même très puissant, hein, c'est reconnu, scientifiquement et puis il y a un accompagnement aussi pour vivre dans sa vie des principes universels dans la culture chinoise. C'est, enfin ancienne, hein, la culture chinoise ancestrale. C'était quotidien en fait, un corps sain dans un esprit sain, ça va de pair. C'est ce que je disais tout à l'heure, le corps et l'esprit sont très liés donc on doit travailler sur les 2 choses et comment dire? La pratique du Falun Gong nous apprend à cultiver au quotidien les vertus d'authenticité, de bienveillance et de patience. Et c'est lié en fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est eux d'ailleurs en chinois, ils disent une seule vertu. Authenticité, bienveillance, patience, pour eux, c'est une seule vertu. Pour nous, c'est 3, mais donc être bienveillant avec soi-même. Donc moi, j'ai ralenti sur certaines choses, j'ai changé de travail, je me suis bougée sur d'autres choses. Voilà, ça permet de patienter. Je me suis dit: «J'ai pas le choix, ça durera le temps que ça durera» et prendre les choses avec plus de légèreté. Quand les bouffées de chaleur arrivaient, bon, à part la nuit, que là, c'est pénible, mais je prenais avec le sourire, j'en plaisantais, en fait. Je le disais d'ailleurs, je m'éventais, je disais: «Oui, attendez, j'ai ma montée qui monte», puis ça passait et de le prendre comme ça, bah, c'est beaucoup plus fluide, quoi. Mmh. Waouh.
Et donc, c'est ta pratique, notamment ta pratique de Qigong, qui t'a permis ça, parce que ça faisait des années déjà que tu le pratiquais, donc ça t'a vraiment aidé au moment où c'est arrivé, en fait. Ça fait 20 ans que je pratique. Au moment de la période d'avant, là, de l'année compliquée avec les hémorragies, je pratiquais déjà, ça fait 20 ans. Mais c'est pour ça que j'étais confiante. Je sentais que c'était un nettoyage, en fin de compte. Mais ouais, je patientais et on n'a pas tous la même notion de temps et de patience. Moi, j'ai beaucoup travaillé dessus. C'est vraiment autant l'authenticité, la bienveillance, je trouve que ça va, quoique, mais la passion, c'est un gros morceau. Donc, oui, ça m'a aidé forcément. Et puis, bon, bah, méditer ou faire les exercices. C'est pour ça que je me passe de traitements et d'hormones chimiques, que je réussis, quoi. Voilà. Après, c'est une période aussi où il faut en parler avec son conjoint si on est en couple, parce que c'est compliqué. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle un peu aussi de ça. C'est dans la vie d'une femme. Alors, ouvrir le dialogue avec son compagnon, c'est pas toujours évident, parce qu'ils ne veulent pas souvent en parler, par pudeur, ou ils sont un peu gênés, ou c'est quelque chose qui les dépasse. Le mien voulait pas avoir trop de détails, mais quand même j'exprimais que c'était compliqué. Il voyait bien que je ne dormais plus, lui non plus. Donc d'un commun accord, on a fait chambre à part. Et ouais, je pense que c'est quelque chose sur laquelle, c'est important d'en parler, parce que peut-être on pense qu'à 50 ans, voilà, on s'aime plus, il y a plus de libido, on fait chambre à part et la vie se termine comme ça, et en fait non, parce que la ménopause a une incidence beaucoup sur ça. Et si on en parle et que d'un commun accord, on prend des solutions, parce qu'il ne dormait plus non plus. Donc, encore aujourd'hui, moi, ça y est, j'ai plus de problèmes, j'ai quasiment plus de symptômes, je suis ménopausée, mais on fait toujours chambre à part parce que c'est un confort de sommeil, mais c'est pas la fin des relations. On peut les vivre autrement. Et donc ça, c'est important pour pas justement qu'il y ait de déséquilibre dans la vie du couple. C'est hyper important d'en parler. Ouais. Bah, c'est vrai que la place de la personne qui vit à nos côtés, bah, elle est quand même importante quand on est en couple, comme tu dis. C'est un sujet que j'aborde même bah, au niveau de la contraception, en fait, parce que j'ai vécu ça. Donc, on sort un petit peu du sujet de la ménopause, là, mais c'est vrai que quand moi, j'ai décidé d'arrêter justement les hormones chimiques et la contraception hormonale, forcément, j'ai dû impliquer mon copain dans la discussion et je me suis rendu compte à quel point il était dans un autre monde, en fait, par rapport à ça. Il était à mille lieues de se douter de ce par quoi je passais, en gérant la contraception et puis en décidant d'arrêter les hormones, en découvrant mon cycle naturel et toutes les variations qui vont avec aussi. Et ça a été tout un chemin de l'impliquer avec moi, de le sensibiliser à ça, de lui faire comprendre qu'il avait aussi toute sa place dans ce sujet-là. Et donc, bah, c'est important, comme tu dis, de souligner que bah, la ménopause aussi, ça peut affecter non seulement la personne qui la vit, mais aussi son partenaire et puis sa vie de couple. Et donc, bah, ouais, la communication, elle est vraiment ouais, clé dans ce moment-là. Le fait de pouvoir communiquer de façon ouverte et honnête avec son partenaire, j'imagine que ça doit être un vrai pilier pour pouvoir traverser cette période-là. Oui, moi j'ai la chance d'avoir quelqu'un alors on pratique la même chose, on est très raccord sur beaucoup de choses dans la vie, hein, on a les mêmes passions, on pratique on a la même pratique, donc forcément ça aide. Après, il n'était pas à l'aise hein, avec le sujet, et il y a eu des périodes quand même un peu difficiles, on ne va pas se mentir non plus, tout n'est pas rose, donc il a fallu en parler. Et pour lui aussi, il y a un chemin, il y a une acceptation, il y a de comprendre qu'il y a un moment comme ça où bah, il va y avoir des stops dans notre relation, dans nos relations, parce que de toute façon, physiquement, la libido baisse, hein, c'est clair, mais en plus, le corps, il est concentré sur autre chose. Quand on gère des bouffées de chaleur ou des flux qui viennent, qui partent, franchement, voilà, tu t'es concentré là-dessus et tu essayes de réguler les choses. Et en plus, c'est un moment où on cherche des solutions pour se soulager. Donc, voilà. Donc, en tout cas, le dialogue, ouais, l'ouvrir et libérer la parole avec le conjoint.
peut-être on voulait parler je voulais parler des solutions que moi j'ai trouvées parce que j'avais quand même des difficultés par moment. Oui. Les bouffées de chaleur, je crois même que ça a été pire que la période de l'année d'avant là qui était compliquée. Alors j'ai regardé un petit peu au niveau des plantes, ce qui pouvait soulager et j'ai trouvé la sauge. Alors j'en ai dans mon jardin. J'ai un grand jardin dans lequel je cultive plein de choses, donc des plantes médicinales. Alors je suis pas, hyper experte, dans les plantes médicinales, mais on les a à disposition, dans beaucoup de nos jardins et c'est facile de les avoir, de les planter et donc j'ai pris de la sauge. Alors au début je l'ai pris, fraîche, mais je me suis renseignée, j'ai vu que de la faire sécher, ça avait des propriétés un petit peu plus fortes de la sécher. Donc moi, je l'ai pris fraîche parce que, bah, j'avais pas préparé ça, mais j'en ai cueilli, je l'ai séché et quand je faisais de la tisane de l'infusion de sauge, ça me soulageait assez rapidement. Pour moi, ça a été, assez magique. Alors ça ne supprime pas les bouffées de chaleur, hein, c'est clair, mais ça les diminue. C'est-à-dire quand j'avais, une grosse crise comme ça qui arrivait et qui durait, 1/4 d'heure, 20 minutes, bah, je préparais ma tisane, je le prenais et je sentais que Ah ça ouais, apaisait. Ouais, donc très. quand même très très puissant les plantes, hein. Ah oui. On m'avait recommandé aussi les, huiles essentielles, mais je trouve ça un peu trop puissant pour le coup. Mhm. Donc heu, voilà, je maîtrise pas trop les huiles essentielles et c'est quand même, délicat. J'ai préféré me tourner vers les plantes, les infusions. Certains m'ont parlé d'hydrolat qui sont bien. Ça Mhm. fait un peu le mi-chemin entre les infusions et les huiles essentielles. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que des infusions, macérées qu'on laisse et puis qu'on peut même prendre froides, hein, les infusions, ça peut être chaude ou froide. Mhm. La sauge m'a fait du bien, ouais, ouais. Mmh mh. C'est vrai qu'il me semble que la tisane de feuilles de sauge, ça aide, ça a plusieurs bienfaits et même pour les règles irrégulières ou enfin pour essayer de réguler un petit peu son cycle menstruel de façon naturelle aussi. Oui. Après l'alimentation est importante, aussi, de s'alimenter naturellement, enfin, le plus sain possible. Alors on peut avoir des envies de sucre, de choses comme ça quand déjà dans nos cycles, hein, le chocolat, du sucré et tout, on peut être tenté. Alors bon, moi j'en prends un peu, il y a pas de souci, mais j'ai fait attention et en fait l'alimentation pour moi c'est notre première médecine. C'est vrai que c'est aussi dans la culture traditionnelle chinoise et les peuples ancestraux, faisaient très attention à ce qu'on mangeait et pendant les flux très importants, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aliments rouges. Donc je mangeais des betteraves, du chou rouge, j'ai des pêches de vigne ici, je fais des bocaux, j'ai acheté des grenades, enfin je mangeais beaucoup de choses, rouges et c'est mon mari Nicolas qui me dit: «Mais tu sais dans la culture traditionnelle chinoise, dans la médecine, chinoise, ils expliquent que ce qu'on mange, la forme que ça a, la couleur que ça a, bah, en fait, ça vient, soigner l'organe en correspondance. Oh. Hein, les noix qui ont une forme d'un cerveau, c'est très bon pour le cerveau. Voilà, les aliments rouges, vont aider au niveau du sang, enfin bon, il y a des tas de choses comme ça et c'est passionnant. C'est d'ailleurs quand on commence à faire la corrélation entre ce qu'on mange, le jardin et comment ça peut nous aider au quotidien, c'est incroyable en fait. Voilà et puis il y a une autre chose, qui m'a soulagée, c'est la musique. Alors c'est quelque chose que peut-être, voilà, on n'y pense pas, mais la musique classique, alors pas n'importe quelle musique, heu, que la musique, c'est une vibration, ça a une influence sur nos vibrations aussi, sur notre énergie et de la musique, classique. J'aime beaucoup la musique de films, les musiques de grands films comme ça me fait du bien et en fait, l'idéogramme musique en chinois est le même, se dit quasiment le même que médecine. Oh. Je crois que ça se prononce de la même manière ou que ça s'écrit de la même manière, en tout cas, c'est très proche, musique et médecine. Donc voilà, c'était pas quelque chose que je suis pas quelqu'un de musical, je suis quelqu'un de plus visuel, hein, mais je me suis plongée dans la musique et j'ai senti aussi que ça me faisait beaucoup de bien. Mmh. Mmh.
C'est vraiment quelque chose de complet, en fait, hein, toutes les solutions que tu as trouvées. J'ai cherché des solutions voilà, plutôt naturelles, parce que dans mon entourage, j'ai des personnes qui ont pris des traitements parce qu'elles ne supportaient pas et puis aller travailler. Alors je en parlerai un petit peu après, mais elles ont pris des traitements pour pouvoir être soulagées, aller bosser au quotidien et tout, mais maintenant elles ne peuvent plus s'en passer. Oui. Une personne qui continue son traitement, si elle l'arrête, les symptômes reviennent et elle ne supporte pas, donc elle est avec un traitement à vie. Et je ne sais pas quelles conséquences ça peut avoir après sur sa santé ou même le reste de sa vie. Moi, je voulais absolument pas rentrer là-dedans. Bon après, voilà, on parlait tout à l'heure des conséquences sur mon travail, moi là, c'était la période de 50 ans, hein, la cinquantaine, jusqu'à maintenant 54, on a une prise de conscience, on fait un peu le bilan de sa vie, quoi. Donc j'ai quitté mon travail, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour gérer un blog comme tu fais d'ailleurs, en lien avec le jardin. Et puis, on a envie beaucoup de femmes disent qu'elles ont envie de nouveautés, en fait. On a une prise de conscience. Alors, il y a un cycle le cycle s'arrête, et donc forcément, il y a un début de quelque chose de nouveau, quoi. Et ça accompagne tous les aspects de la vie, ça peut être professionnel, relationnel, physique. Moi, je suis quelqu'un de dynamique, mais j'ai eu envie de faire des nouvelles activités sportives. Déjà parce que je suis pas obsédée par mon poids, mais j'avais pas, voilà, je voulais faire attention et je me suis dit: «Il faut que je me bouge». Parce qu'on a l'impression que le corps nous échappe finalement à ce moment-là. Donc de refaire des activités physiques, j'ai commencé la musculation, vraiment pour se muscler, hein, pas du cardio, des choses comme ça, vraiment de la musculation, avec beaucoup de poids. Ça permet de moins relâcher parce que c'est aussi une période où les hormones, le corps se relâche, la peau se détend et cetera. On commence vraiment à prendre le petit coup de vieux, hein, et donc la musculation permet d'un petit peu de contrecarrer un peu ça et puis j'ai commencé la randonnée, par exemple, avec, un couple avec un groupe de jeunes, retraités et alors je suis pas à la retraite, mais ils acceptent les personnes à partir de 50 ans et c'est des retraités dynamiques, il y a une fédération en France et donc j'ai commencé à randonner avec eux et c'était vraiment une manière de reprendre, pas comment dire, contrôle de mon corps à l'intérieur, hein, de bien me reconnecter avec lui, de le faire, bouger et marcher et dire: «Bah, OK, d'un côté je vieillis, mais voilà, finalement je suis presque à la moitié de ma vie seulement et voilà, comment je vais faire marcher tout ça maintenant?» Donc il y a plein de nouveautés. Ouais. Mmh. Waouh! C'est trop beau. J'adore, l'état d'esprit que tu as, en fait, et puis, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit en disant: «C'est le cycle qui se termine et c'est le début de quelque chose d'autre». C'est vraiment quelque chose qu'on ressent quand on voit, toutes les transformations que tu as mises en place, même toi, dans ta vie, pour, lancer cette nouvelle période, en fait, et je trouve ça vraiment, formidable, de voir à quel point tu as pris en main ta santé et ton bien-être en réussissant à trouver des solutions qui te convenaient à toi, en fait, en te reconnectant à ton corps et en t'écoutant. Et c'est exactement les valeurs que je prône. J'arrive pas encore à être à ce niveau-là, mais c'est vraiment, je trouve, un exemple pour beaucoup de femmes où on est habitué à être plutôt déconnecté, à séparer vraiment le mental de notre corps et nos émotions aussi. Donc, je trouve ça vraiment impressionnant de voir comment tu as réussi aussi à prendre ce recul, à lâcher prise grâce à tous ces outils et puis à ton mode de vie qui est vraiment équilibré en fait. C'est un beau partage d'expérience qui peut donner aussi de l'espoir à beaucoup de femmes qui peuvent se dire c'est vraiment galère en ce moment ce que je suis en train de vivre. Mais en fait, c'est possible hein, d'apprendre à accompagner cette période-là et à l'accepter, comme tu dis, hein, plutôt que de lutter contre. Oui, c'est un long parcours, hein, Mmh. et c'est moi à 50 ans, la ménopause pour moi, c'est la période de «sagesse» entre guillemets où, on commence à voilà après, s'accepter parce que, c'est vrai que si on combat ça et qu'on lutte et qu'on refuse de vieillir ou qu'on vit un peu mal, c'est plus compliqué. Mmh. Mais moi, ça passait aussi par l'acceptation des cheveux gris, j'en avais marre de me teindre les cheveux. J'ai fait un travail sur moi-même aussi au niveau du relooking, enfin, c'est pas vraiment un relooking, mais j'ai fait un travail sur, les couleurs qui me vont, Mmh. les formes de vêtements qui vont et même les matières de vêtements qui me vont.
J'ai fait un programme très long d'une année à cette période-là. J'avais envie d'être accompagnée, donc j'ai rencontré des femmes et c'était toutes des femmes d'à peu près cet âge-là. Donc on voit aussi que la ménopause, c'est une transformation vraiment comme voilà, c'est comme une deuxième renaissance, comme ça, on peut vraiment le dire. Hein. Alors après, on est libéré. Moi maintenant, j'ai 54 ans. J'ai plus de 4 ans sans menstruation, donc je suis dans le terme, c'est post. Donc voilà, je suis dans la moyenne à peu près, hein, mais j'ai quasiment plus de symptômes du tout. Les bouffées de chaleur, elles se sont arrêtées il y a quelques mois. Okay. Cette nuit, je me suis réveillée, j'ai eu mais vraiment léger comme au tout début. Hein, donc voilà, je sens que je sors de ça. Mais par contre, j'ai encore des nouvelles choses qui arrivent. Okay. On m'a pas expliqué. J'ai la poitrine la dernière fois très gonflée, très dure. Je me dis, c'est bizarre, quoi. Et ça a duré 10 jours, 15 jours. Je me dis, c'est quoi, c'est nouveau. Donc voilà, on découvre encore des nouvelles choses. Je ne sais pas, et c'est parti, tu vois. Donc, je ne sais pas encore qu'est-ce que va me réserver les années qui vont venir, mais voilà, j'accueille et puis je me dis, bon, bah, ça va. Par contre, je fais encore attention. Dernièrement, j'ai arrêté tout ce qui est laitage. Ah oui. Ouais, alors que j'en prenais encore. Et là, je me suis dit, j'ai pris conscience qu'il y avait des gros inconvénients, notamment pour tout ce qui est laitage, lait de vache. Les hormones pour le veau sont vraiment très, très forts. Et pour nous, c'est trop. C'est beaucoup trop pour un être humain. Et au niveau de nous, notamment pour la poitrine, et apparemment, un grand professeur, un professeur Joyeux, je crois, peut-être tu connais, Oui. qui expliquait justement. Et donc, j'ai pris encore plus conscience de ça. Et là, les laitages, j'ai carrément arrêté, quoi. J'ai tout arrêté. D'accord. Et toi, tu as Voilà. ressenti un changement depuis que tu as arrêté? Bah, justement, j'ai la poitrine moins gonflée. Ah oui. Bah, ouais, non, c'est plus une question de conscience. Je me dis, voilà, j'ai pris conscience de ça, donc à un moment donné, voilà, je l'applique. Mais oui, un peu moins gonflée. Après, peut-être qu'il va y avoir des manifestations encore de cette fin de. Je ne sais pas du tout comment ça se passe après, parce qu'il y a des personnes un peu plus âgées qui veulent partager comment ça se passe après 55 ans et plus. Moi, je suis toute ouïe. On va faire appel à nos auditrices. Ouais, je pense que du coup, libérer la parole, du coup, ça va ça va jouer son rôle, quoi. Ouais. Bah justement, est-ce que tu as, tu en as déjà beaucoup partagé hein, des solutions, mais est-ce que tu as des conseils ou des recommandations que tu donnerais à des personnes qui traversent la ménopause et qui cherchent des solutions pour supprimer ces symptômes ou ces désagréments ou au moins les atténuer? Alors, ce que j'ai dit, voilà, c'est vrai que si on se sent à l'écoute de son corps et qu'on est dans les méthodes alternatives, naturelles, voilà, de se faire confiance, de suivre. Mais si on sent qu'on a vraiment besoin d'un accompagnement, moi, je pense qu'il faut s'écouter d'abord. Voilà. C'est vraiment le premier conseil, c'est écouter soi. On n'a pas toute la même histoire, le même passé. On peut avoir un vécu complètement différent. Donc, je pense que si on a besoin d'une aide médicale, faut pas non plus totalement la mettre de côté. Donc, mon expérience est propre à moi, ça peut peut-être aider, mais donc j'ai rien de plus, je dirais, que ce que j'ai dit. Après, maintenant, il y a beaucoup de blogs comme le tien qui sont en ligne, qui sont très bien faits. On a plein de ressources, d'informations. Ne pas hésiter si on a envie de se préparer, qu'on a des symptômes un peu qui nous semblent curieux et qu'on a envie de savoir, de chercher, parce que maintenant sur internet, ça commence vraiment à s'ouvrir. J'ai trouvé plus d'informations sur des blogs, anglo-saxons que francophones. Voilà, et on sent qu'en francophonie aussi, ça commence à s'ouvrir et on en trouve de plus en plus. Donc moi, je conseille de suivre, par exemple, ce que tu fais, le travail que tu fais. Les articles et puis je pense que du coup, c'est un sujet que tu vas peut-être encore plus développer. Et puis d'en parler avec, des partages avec d'autres femmes. Mmh.
Même si on est toutes différentes, mais on voit bien que même des moments un peu compliqués ne sont pas si dramatiques que ça. Donc, le partage dans ces cas-là, alors, c'est pas avec ma famille que j'ai réussi à en parler, frère, sœur ou mère le plus, c'est plutôt avec des amis ou même carrément des femmes qu'on connaît pas. Des fois, c'est même plus facile d'en parler avec des inconnus, parce que justement, il y a pas de jugement, il y a pas de lien, il y a pas d'affect là-dedans. Donc on peut en parler plus librement. Alors peut-être qu'il existe des cercles ou des paroles comme ça, peut-être c'est quelque chose à développer. C'est une idée pour toi de faire des groupes où les femmes peuvent venir parler librement de toutes ces choses-là et d'ailleurs tout le cycle, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais, je trouve aussi que tout ce travail de transmission entre femmes est vraiment hyper précieux en fait. Il n'a pas forcément toujours lieu de génération en génération et c'est pas des sujets qui sont toujours faciles à aborder, mais selon les familles aussi, les relations qu'on a avec ses parents ou grands-parents. Mais on se rend compte en discutant, comme tu dis, que ce soit avec des amis ou des personnes inconnues, que on traverse toutes des choses similaires, même si chaque cycle et chaque expérience est unique, on peut vraiment se retrouver et à travers des témoignages comme le tien, c'est ce que j'espère que des femmes se diront, bah, je suis pas toute seule à vivre ça en fait. Déjà de se dire, bah, je suis pas toute seule dans ma galère, en difficulté. On vit tout ça, hein, donc Oui, ouais. ça, exactement. Donc, je suis sûre, en tout cas, j'espère que les conseils que tu viens de partager, ils vont être très utiles pour les personnes qui nous écoutent. Et je pense vraiment que beaucoup de personnes vont se retrouver, au moins dans certaines de tes expériences, et que les solutions vont les aider. Donc, merci beaucoup. Et avant de conclure, bah, est-ce qu'il y a un dernier message que tu voulais faire passer peut-être aux personnes qui nous écoutent? Je suis très contente d'avoir participé à ton blog, à cette interview, que tu m'aies invitée à pouvoir parler. C'est essentiel, voilà, de libérer la parole sur ces sujets. Donc non, rien de plus, si ce n'est la vie est belle et du coup, il y a des hauts, des bas, hein, c'est clair, hein, on a toutes nos épreuves, mais justement, peut-être s'en servir pour grandir. Voilà, chaque épreuve est un palier pour pouvoir s'améliorer et grandir. Donc, si on prend les choses de cette manière-là, c'est plus facile. Ah, merci. Enfin, c'est un très beau message. Bah ouais, c'est vraiment je trouve ça très beau de ta part hein, d'avoir proposé, parce que je dois dire que c'est toi qui m'as proposé de partager ton témoignage. C'est Donc, vrai, mais oui. merci beaucoup de nous avoir fait part de ton expérience. Et je voulais aussi bah, t'inviter à nous partager ton activité. Tu nous as parlé plusieurs fois du jardinage et de la place qu'a cette activité dans ta vie. C'est aussi ton activité d'entrepreneur. Donc, ça tient une place importante dans ta vie aujourd'hui. Et ça t'a aussi permis d'accompagner tous les changements de la ménopause. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité et si tu souhaites aussi partager les endroits où on peut te retrouver? Oui, c'est gentil, bah, merci. Oui, bah, j'ai créé un blog on a créé un blog parce qu'on est à quatre mains avec Nicolas, donc on s'est lancé il y a quelques années et un blog pour aider les gens comment dire, alors il y a plusieurs sujets, mais on est dans le jardin d'ornement. On ne parle pas forcément de potager, mais du jardin, dans l'art des jardins. On a un grand jardin et on nous dit souvent: «Vous avez un beau jardin, mais ça va être beaucoup de travail» et en fait, on explique que c'est pas tant de travail que ça, il y a plein de techniques et de solutions, de savoir-faire et donc le blog s'appelle Le Jardin des Lanternes et on accompagne les particuliers qui se sentent soit dépassés par l'entretien de leur jardin, qui ont plus de plaisir à jardiner, qui ont envie de leur donner un cachet, un peu plus élégant, ou alors carrément des débutants qui ont envie de se lancer dans l'aménagement de leurs extérieurs, mais qui ne savent pas du tout comment s'y prendre pour éviter les
les erreurs de débutants. Donc voilà, on a créé ce blog et ce qui va avec, hein, les réseaux, etc. C'est une aventure qui est intéressante et on peut y avoir un potager, etc. dedans, hein, c'est pas un problème. Nous, on a tout, hein. On a un verger, un potager, un grand jardin. On a beaucoup d'activités bénévoles dans les droits de l'homme pour la Chine parce que c'est un gros morceau de notre vie, mais on arrive à gérer notre jardin tout à fait avec malgré toute la vie qu'on a à côté, quoi. Donc c'est possible et ça a une reconnexion avec la nature, avec sa propre nature, hein, évidemment. Donc le lien, il est là, quoi. Si on est déconnecté de la nature, il va manquer quelque chose d'essentiel dans nos vies. Et donc c'est ça, on a envie par la beauté des jardins de toucher le cœur des gens, qu'ils puissent se reconnecter, voilà, à eux-mêmes finalement. Oui. Et voire même à plus grand parce que ça ouvre des choses sur, voilà, moi je parle d'art de vivre au jardin, l'art des jardins, mais c'est une pratique, qui est pas, on la présente pas comme ça en fin de compte, hein, rarement. Ouais. Oui, c'est vrai. Et puis on peut se cultiver, on cultive son jardin, mais on se cultive à travers aussi. On peut, ça ouvre des champs sur beaucoup de choses. C'est vrai, on l'aborde pas forcément de ce côté-là en général. Et quand on le rapproche de l'écoute de soi, comme tu dis aussi, c'est vrai que on fait partie de la nature, nous aussi. Donc, je sais que je rapproche souvent même le cycle menstruel des saisons de la nature, parce qu'il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. Et je comprends que le fait de travailler sur son jardin et puis d'être comme ça en relation directe avec la nature puisse apporter beaucoup plus de bienfaits que juste un beau jardin, même si c'est déjà très satisfaisant. Et puis, ouais, voilà. Tout à fait. Donc, je partagerai les liens vers ton blog, Le Jardin des Lanternes, et tu as un Instagram aussi, il me semble. Ouais, Instagram, Facebook, j'ai tout. YouTube, on est un peu encore, c'est pas encore très développé, mais petit à petit, ouais, on avance. D'accord. Bah, on mettra tous les liens dans la description en dessous de la vidéo et dans la description du podcast. Donc, merci beaucoup, Céline. Carole. Vraiment à te remercier, mais vraiment chaleureusement, pour ta confiance et pour ton témoignage sincère. Je suis sûre que ton histoire, elle va aider d'autres femmes à mieux comprendre ce par quoi elles passent à travers la ménopause et à vivre cette période de manière plus positive. Donc merci encore une fois. À très bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses. Personnellement, je me suis vraiment sentie chanceuse de pouvoir discuter comme ça avec Céline, avec une femme qui est déjà passée par là, avant de moi-même passer par la préménopause et la ménopause. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc j'espère vraiment que ça va vous aider, que ça aidera peut-être même des femmes dans votre entourage, dans ton entourage, je t'avais tutoyé. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo à un maximum de personnes que ça pourrait intéresser. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!